Le soldat russe moyen envoyé sur le front en 2026 ne survit désormais que quelques minutes. Son espérance de vie ne se mesure pas en jours, ni même en heures, mais simplement en minutes. Réfléchissez-y, tout cela vient de l'innovation ukrainienne en matière de drones. Et c'est cette même innovation qui fait qu'aujourd'hui, les blogueurs de guerre russes avertissent ouvertement qu'une invasion ukrainienne de la Crimée pourrait n'être qu'une question de semaines. Donc, dans cette vidéo, je veux vous présenter 5 histoires distinctes qui se rapportent toutes à ce même chiffre. La crainte croissante parmi les blogueurs de guerre russes que l'Ukraine prépare une contre-offensive majeure en Crimée. Le discours public étrange de Poutine hier, affirmant que les forces russes avancent sur les lignes de front alors que personne ne le croit, même pas ses propres propagandistes. Et la crise du carburant qui devient si grave que les Russes cherchent désormais ouvertement sur Google comment siphonner de l'essence. Je m'appelle Sam. Vous regardez Business Basics et abordons l'histoire principale, celle dont parlent sans cesse les blogueurs de guerre russes. Il y a une semaine, les forces de défense ukrainiennes ont confirmé que la Russie prévoit de déployer près de 2 douzaines d'embarcations de la flottille du Dnipro en mer Noire, spécifiquement pour traquer et détruire les bateaux sans pilote ukrainiens et les unités de reconnaissance autour de la Crimée. En résumé, la Russie pensait que l'Ukraine allait débarquer des troupes sur la péninsule et se préparait à contrer une opération amphibie. Le porte-parole de la marine ukrainienne affirme que ce déploiement russe répond à la reconnaissance ukrainienne près des côtes de Crimée. La Russie voyait des éclaireurs ukrainiens dans les eaux et paniquait, sachant que quelque chose se préparait. Ensuite, cette histoire est devenue grand public lorsqu'un des plus grands blogueurs de guerre a confirmé hier que cette contre-offensive, la contre-offensive ukrainienne, pourrait avoir lieu d'ici quelques semaines. Regardez ce reportage. Voici Igor Girkin, l'ancien général russe qui a en fait contribué à organiser l'invasion initiale de l'Est de l'Ukraine en 2014 et bien sûr l'annexion de la Crimée elle-même. Ce type est le mal incarné. Il a abattu un avion civil, croyant que c'était un avion ukrainien. De plus, il ne considère pas les Ukrainiens comme des êtres humains et veut tous les éradiquer. Mais en ce moment, il est en fait dans une prison russe parce qu'il a trop publiquement critiqué le Kremlin. Il est contre la façon dont Poutine mène cette guerre. Il veut faire passer cette guerre à un tout autre niveau, que même Poutine n'approuve pas. Eh bien, maintenant il tweete depuis sa cellule de prison en disant qu'à cause des échecs de Poutine, la Russie pourrait en fait perdre la Crimée. Regardez. Gourkin avertit que l'offensive de drones ukrainiennes crée les conditions pour une attaque directe contre la Crimée, en découpant les forces russes dans le sud de l'Ukraine, en fragments isolés avec une mobilité limitée à cause du manque de carburant. Dans un nouveau message, voici ce qu'il écrit. En principe, la situation continue de se développer strictement dans le cadre du plan stratégique de l'ennemi. Nos troupes continuent de s'épuiser avec des attaques sur les axes secondaires. En même temps, les forces armées ukrainiennes avaient été commencées à mettre en œuvre des plans préparés de longue date pour obtenir la supériorité aérienne et infliger des dégâts sur des cibles stratégiques en profondeur à l'intérieur de la Russie. Leur plan n'a pas échoué, il a complètement réussi. Et maintenant, l'ennemi, c'est-à-dire les Ukrainiens, a une opportunité qu'il n'a jamais eue auparavant. Ils peuvent lancer une offensive importante avec une supériorité aérienne, au moins partielle, mais celle-ci n'est pas généralisée. Avec le temps, la Russie pourra peut-être résoudre ce problème. C'est précisément pour cette raison que Gorkin conclut en disant que l'ennemi dispose probablement de plusieurs semaines pour mener sa propre opération offensive active en Crimée, à condition bien sûr qu'ils aient les forces et les ressources nécessaires. Maintenant, en parlant de contre-offensive, une offensive en Crimée pourrait avoir lieu à l'avenir, mais cela ne veut pas dire que l'Ukraine n'avance pas actuellement sur les lignes de front. Regardez ce rapport d'un autre youtubeur, Preston Stewart. Les sources russes rapportent désormais que les forces ukrainiennes ont avancé dans le secteur ouest de Zaporijia. Après avoir capturé la ville de Primorsk, les formations ukrainiennes ont continué à avancer vers le sud, créant une véritable menace pour les positions russes à Kamiansk. Tout cela n'est possible que grâce à l'innovation des drones ukrainiens, ce qui a aussi posé un gros problème à la Russie. Voici la plus grande nouvelle que j'ai vue depuis longtemps. Et cela concerne les chiffres des pertes russes. Et précisément quelle est l'espérance de vie d'une nouvelle recrue russe. Regardez. Depuis le moment où une nouvelle recrue russe arrive sur le terrain d'entraînement jusqu'à sa mort au combat, le temps moyen est compris entre 10 jours et 3 semaines. Nous ne connaissons toujours pas les chiffres exacts, car la Russie refuse de les publier, mais ils restent inquiétants. Il faut préciser qu'il s'agit du cycle complet, depuis qu'il prend le bus pour le centre d'entraînement jusqu'à son combat en première ligne. Mais affinons encore. Concentrons-nous sur le temps de survie moyen qu'une recrue russe a en première ligne.
Selon ce rapport, cela ne serait que de 20 à 35 minutes, ce qui est insensé. J'ai été choqué par le fait que ce chiffre soit exprimé en minutes, pas en jours ou quelque chose comme ça. Ce sont des minutes. Cela pourrait être pire que la Seconde Guerre mondiale. C'est comme la Première Guerre mondiale dans les tranchées, quand la situation était très sombre. Maintenant, juste pour comparer, la Russie subit actuellement environ 8 hommes tués ou grièvement blessés pour chaque perte ukrainienne. Ce rapport indique également que les pertes russes mensuelles ont dépassé en moyenne 30 000 par mois pendant toute cette année. Je suis presque sûr qu'en octobre, novembre ou décembre dernier, c'était plus de 30 000. La Russie perd donc beaucoup d'hommes et peine à recruter de nouveaux soldats. Maintenant, juste pour mettre en perspective à quel point Poutine devient désespéré, les nouvelles primes d'engagement atteignent désormais 80 000 $ américains. De plus, en rejoignant l'armée, vous pouvez obtenir jusqu'à 140 000 $ de remise de dettes supplémentaires. Même avec tout cela, c'est déjà beaucoup aux États-Unis. Mais en Russie, c'est une somme qui change une vie, voire une génération. Je pense qu'on peut vivre toute sa vie avec cet argent. Mais cela ne suffit pas à inciter les gens à s'engager maintenant pour ce qui est une condamnation à mort. Nous analysons régulièrement cela avec l'ancien Navy SEAL Chuck Farr dans notre nouvelle série Battlefield Breakdown. Et voici un extrait de cette émission où il explique exactement pourquoi les soldats russes ne survivent pas en première ligne, pourquoi ils ne survivent pas longtemps. Regardez. Vous savez, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que l'Ukraine envoie un certain nombre de drones contre une seule cible. Et pour montrer la capacité d'emport, vous pouviez voir que ces murs de briques étaient détruits. Ils ont aussi diverses charges utiles pour drones, et on voit alors la maison s'effondrer. Il y a donc des ogives explosives et des ogives incendiaires. Dans ce premier extrait, on voit un soldat nord-coréen abattre un drone puis s'en approcher. Et voici un gars qui a réussi d'une manière ou d'une autre à abattre un drone, mais il oublie qu'il y a une guerre en cours et que cet engin était armé. Alors les enfants, si jamais vous abattez un drone en vue subjective, ne faites surtout pas ce que ce gars vient de faire. Donc cet engin était à terre. Il ne volait plus, mais sa caméra, son électronique, tout le reste était encore en marche. C'est filmé par un deuxième drone qui dit au premier drone « Déclenche ta charge ». Il y a donc eu plusieurs autres vidéos exactement comme celle-ci, où des gens s'approchent d'un drone abattu. Et encore une fois, ces engins contiennent principalement des ogives à charge creuse. Donc la charge est orientée d'une manière spécifique, mais il y a aussi un effet de souffle et de fragmentation. Donc cela va projeter un jet explosif anti-blindage, mais cela disperse aussi des fragments dans toutes les directions. Quelles sont les meilleures méthodes pour gérer les drones, par exemple sur le champ de bataille? Eh bien, si vous l'abattez, vous le traiterez exactement comme un obus d'artillerie non explosé, n'est-ce pas? Vous resteriez à l'écart et vous appelleriez quelqu'un qui est censé savoir ce qu'il fait. Je pense que je reculerais de 200-300 mètres et je tirerais dessus avec une balle traçante, ce qui la ferait probablement exploser. Oui. Mais encore une fois, vous savez, les explosifs militaires puissants sont extrêmement stables. Par exemple, un gros bloc de C4 ne réagira pas si vous le frappez avec une balle ordinaire. Il faut à la fois de la pression et de la chaleur pour le déclencher. Donc, si vous tirez sur ce drone abattu avec une balle incendiaire perforante, il explosera probablement. Mais là, il fallait s'enfuir. Je souligne aussi le sens de la situation de ce gars. Il a abattu ça et à ce que les SEAL appellent une fixation sur la cible. Il ne s'intéresse qu'à ce drone. Il ne regarde jamais dans l'autre direction pour voir qu'il est filmé par un autre drone. D'accord. Donc il faut rester vigilant. Tu sais, il faut toujours être attentif, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Reste attentif à ce qui t'entoure. Maintenant, l'épisode complet de Battlefield Breakdown est exclusif à nos membres ici sur YouTube, et bien sûr à nos membres sur Basics Insider. Donc, si tu veux accéder à la version complète, ainsi qu'au reste de notre contenu réservé aux membres, tu peux devenir membre de la chaîne dès maintenant, en cliquant sur le bouton « Rejoindre ci-dessous », en cliquant sur le lien dans la description, ou en allant sur basicsinsider.com. Votre soutien nous permet de poursuivre ce journalisme militaire indépendant. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Pour nous rejoindre, clique sur le lien dans la description.
Passons maintenant à la partie où Vladimir Poutine a dû répondre publiquement à ses problèmes. Si tu suis Vladimir Poutine depuis longtemps, tu sais qu'il évite les mauvaises nouvelles, préférant laisser d'autres membres du gouvernement les gérer, et se montre surtout pour les bonnes nouvelles. Donc cela nous montre que la situation doit être vraiment grave pour qu'il admette publiquement quelque chose comme ça. Tout cela est lié aux frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, et à la pénurie de carburant qui en découle. Voici Poutine prononçant un discours, probablement l'une de ses déclarations publiques les plus déconnectées. Écoutez bien. En général, vous savez, je veux dire quelque chose. Dans l'ensemble, les frappes contre notre infrastructure civile ne sont pas menées uniquement pour nous infliger des dégâts. Bien que je pense que cela soit aussi important pour l'ennemi, c'est également pour alimenter une campagne d'information. Ou pour être plus précise, peut-être même pas une campagne, mais une opération d'information dans le cadre de la confrontation avec la Russie. Dans le cadre de la contre-révolution, Au minimum, le but est de semer le doute en nous et de saper la confiance en nos propres forces, notre force révolutionnaire. Encore mieux, ils cherchent à provoquer une division dans la société russe, à forcer la Russie à faire une pause, au moins pour un court moment. L'offensive de nos troupes le long de la ligne de contact et la création de conditions pour entamer un processus de négociation à des conditions qui leur sont favorables, c'est-à-dire à notre adversaire. Nous ne leur donnerons pas cette chance. Du révolutionnaire. De plus, et c'est important, ces attaques terroristes n'ont absolument aucun impact sur la situation au front. C'est le point fondamental. Peu importe où ces frappes contre notre infrastructure sont menées, elles n'ont absolument aucun effet sur la situation au front ou sur la ligne de contact. parti révolutionnaire, La position officielle de Poutine est qu'il n'y a pas de crise du carburant en Russie et que tout va bien. Selon lui, les frappes ukrainiennes relèvent donc seulement de la guerre de l'information, sans constituer un vrai problème. Tout ce feu et cette fumée dans le ciel ne sont pas réels, c'est de la propagande. Voilà sa position. Malheureusement, je ne suis pas le seul à désapprouver, le public russe aussi. Des citoyens aux blogueurs de guerre, tous s'élèvent désormais contre ce que Poutine vient de dire. Et ils deviennent fous, parce que toutes ces personnes se demandent en gros, qui lui donne ces informations ? On sait que Poutine ne va jamais dans des bâtiments avec des fenêtres, vous savez, en Russie. La gravité est une chose très dangereuse. Et en plus de ça, il est juste caché dans son bunker. Donc je suis sûr qu'il ne peut pas voir le ciel couvert de fumée noire. Mais qui lui dit que tout va bien en Russie ? C'est ce que tout le monde se demande. Et il publie des vidéos où il parle de ça. Ici, nous avons un citoyen russe qui explique à Poutine qu'il y a une crise du carburant en Russie, tout en étant assis dans une file d'attente pour faire le plein de sa voiture. Regardez. De révolutionnaire et clairement. Aujourd'hui, notre grand président a dit haut et fort qu'il n'y a pas de crise et que les réserves de carburant sont presque les mêmes que l'année dernière. Запасы топлива почти. L'année dernière, je le crois. Absolument. J'ai fait la queue pendant 45 minutes à la seule station-service de la ville où j'ai réussi à trouver de l'essence. Avant ça, je suis passé devant 8 autres stations et vu le nombre de voitures ici, il y a vraiment des réserves de carburant. Elles sont toutes regroupées dans une seule station-service pour la ville. Notre président ne mentait donc pas une fois de plus. Chaque fois que tu l'écoutes, il ne dit rien d'autre que la vérité. C'est de la musique à mes oreilles. C'est un vrai bonheur à entendre. Ensuite, nous avons un blogueur russe pro-guerre qui dénonce en disant que celui qui donne des informations à Poutine mérite d'être puni parce qu'il ment simplement au président. C'est l'ancienne stratégie russe, du bon tsar et des mauvais boyards. Cela signifie que dans ce système, tout ce qui arrive de mal en Russie, eh bien, c'est la faute des conseillers. Ceux qui conseillent le tsar, ce n'est pas la faute du tsar. Mais si quelque chose de bien arrive en Russie, le mérite, bien sûr, revient au tsar. C'est un système assez ancien mais brillant pour protéger le tsar, que Poutine utilise. Après tout, il a été surnommé le nouveau tsar de Russie. Mais regardez cet extrait. À propos de ces magnates, À propos des drapeaux plantés, la plupart de ces types sont en fait morts là où ils ont été filmés. Je sais précisément où, quand et pourquoi ils ont été plantés. On ne comprend pas pourquoi vous faites ça, bordel. Cette guerre pour s'attribuer le mérite, franchement les gars, ça devient vraiment épuisant. Ton chapeau a explosé, tous ont retiré leurs lunettes depuis longtemps. Tout le monde comprend tout. Tout le monde sait tout. La direction exige toujours des rapports et briefings affirmant qu'aujourd'hui, nous avons avancé. Comment diable es-tu censé avancer quand les gars filment des vidéos, lèvent les mains en l'air et enregistrent combien de drones volent ? 30 de ces trucs peuvent être lancés sur chacun. Voilà le genre de merde qui se passe.
Arrêtons de mettre ça dans la tête du président. Je ne sais même pas comment nommer ça. Avant, il lui racontait n'importe quoi à l'oreille, il lui bourrait constamment le crâne de conneries. On devrait peut-être lui mettre des visières sur les oreilles pour qu'on arrête de lui raconter des salades. Mais il continue aussi à... Pourtant, il continue avec assurance à raconter ses conneries et semant la confusion. Je crois que notre usine tiendra, on va pomper. La situation est floue avec Irkoutsk. Il n'y a pas de semis, pas de diesel. Comment est-ce possible? Ils ont leur propre usine à Angarsk. Ça ne marche pas? Les ennemis sont donc parmi nous, plus nombreux que tous les autres. Heureusement, d'autres responsables russes expliquent comment ils vont résoudre ce problème. Nous aborderons leurs réponses dans un instant. Mais avant, passons vite à notre rubrique de mèmes. Vous connaissez la règle. Si vous aimez le mème, cliquez sur s'abonner ci-dessous. Si c'est déjà fait, cliquez sur j'aime. Passons au mème. Le premier concerne 2 défenses aériennes russes. Il y a 2 types, dont une qui ne fonctionne pas. Et la deuxième, c'est celle qui ne tire que sur des cibles amies, comme celle qu'on a vue à Moscou, où une sorte de missile a détruit un dépôt de carburant russe. Et l'image qu'on a eue, eh bien je suis presque sûr qu'elle sera dans les musées dans 100 ans. Maintenant, pour la prochaine image, je veux clarifier pour l'algorithme de YouTube. Les gars, c'est un mème. Je pense qu'elle est soit retouchée avec Photoshop, soit créée par une IA. Ce n'est pas une vraie image. Je ne veux pas mentir, mais ça reste un mème drôle. Nous avons le président Zelensky qui joue le rôle d'un médecin utilisant une seringue, qui est en fait le missile Flamand Rose, produit localement en Ukraine. Et je suis presque sûr que Poutine ne va pas passer un bon moment avec ça, c'est la réalité. Passons au mème suivant. Il montre une femme russe quittant la Crimée près du pont de Kertch, car, au cas où vous ne le sauriez pas, un embouteillage de 12 heures bloque le pont avec des gens fuyant la péninsule de Crimée. Eh bien, cette femme russe se dit « Hé, celui qui faisait la publicité de cette péninsule comme destination de vacances, ce n'est tout simplement pas vrai. » Elle tente de contacter le responsable, probablement Poutine. Le dernier point, un peu triste, porte sur des données récentes évoquées plus tôt dans la vidéo. Ce sont des soldats russes envoyés mourir par Poutine. La partie la plus triste de cette guerre, certains soldats ukrainiens l'ont d'ailleurs souligné, c'est que l'âge des soldats russes ne cesse de baisser parce que la Russie subit de lourdes pertes. Bref, revenons à des sujets sérieux. Ce n'est pas un mème drôle, mais sarcastique et triste. Voyons comment la Russie veut résoudre cette crise du carburant. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été interrogé. Et d'où allons-nous obtenir le pétrole? Il y a une pénurie de pétrole, ce que tout le monde admet après les vidéos vues. Voici ce que dit Peskov. Le jour de la résurrection. Dimanche, le président a demandé aux responsables d'examiner l'importation de produits pétroliers. A-t-on une idée des pays possibles d'origine de ces importations? Pour des raisons évidentes, nous n'en parlerons pas. Des contacts sont en cours. Si des accords sont conclus sur des prix acceptables, alors cela se fera. Nouvelle étape vers la stabilisation du marché, visant à freiner la demande liée à la panique. Maintenant, il y a une raison pour laquelle Peskov n'a pas donné de détails. Et d'une certaine manière, la raison est un mème. C'est juste un mème long. Alors, laissez-moi vous expliquer. Il y a quelques jours à peine, l'une des plus grandes chaînes d'information sur Telegram en Russie a partagé cette nouvelle où il dit « Hé, toutes les personnes qui ont des problèmes en Crimée, ne vous inquiétez pas, nous avons une cargaison. Beaucoup de pétrole arrive en Crimée. Vos problèmes seront vite résolus. » Devinez qui regardait cette chaîne d'information. Les forces de drones ukrainiennes. Dès que la cargaison est arrivée, comme le montre l'image suivante, elle est partie en fumée. À ce moment, les blogueurs de guerre russes se sont retournés contre Fighter Bomber, lui reprochant de partager trop de détails. Je suppose que Peskov a tout vu et pense « On va régler ce problème sans donner de détails sur la provenance de la cargaison. » Je dirais que ça viendra sûrement du Kazakhstan, peut-être aussi de Biélorussie, mais il refuse de partager des détails à cause de la situation. Pendant que le gouvernement tente de résoudre le problème, les civils russes s'occupent du carburant à leur façon, et ce n'est pas positif. Regardez ces données. Les recherches Google, ou la version russe, qui est essentiellement une copie de Google. Cela montre que les Russes cherchent maintenant à siphonner de l'essence à des niveaux records, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Cela en dit long sur la gravité de la situation. Des gens partagent sur les réseaux sociaux des astuces pour ce type d'action. Regardez cet extrait. Je pensais que je n'aurais jamais besoin de cette compétence dans ma vie, mais le moment est tout simplement venu, papa. Merci.
En gros, les inscriptions au cours de siphonnage d'essence sont ouvertes. Tu as tout compris. Je vais t'apprendre à siphonner de l'essence. Je me suis dit, jamais ce n'est pas ça. Je suis presque sûr que quelqu'un va bientôt commencer à vendre un cours pour apprendre à siphonner de l'essence. Maintenant, est-ce que vous saviez? Le milliardaire russe Roman Abramovitch a en fait commencé, adolescent, à faire de la contrebande de pétrole en Union soviétique. Enfin, soi-disant. Il poursuit souvent auteurs et journalistes. Donc je dis soi-disant. Mais s'il veut me poursuivre, je m'appelle Kash Patel et je suis à Washington. Voilà tout pour vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en devenant membre ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.